Défi 30 jours, 30 livres, le 25. Un autre rendez-vous important pour moi, un autre rendez-vous qui me fiche la trouille et qui est à peine préparé. Un rendez-vous qui me fiche un peu la trouille parce que c'est comme s'il y avait une espèce de moitié de moi-même qui était restée vide, non travaillée, et que je me dis mais quel temps j'aurais gagné? Pas du temps, c'est pas utilitaire, c'est ce sentiment, cette incomplétude. On porte toujours avec soi, évidemment, son incomplétude. Notre incomplétude est le terrain même de notre travail. On travaille, on produit, on invente, écrit ou autre, parce que dans cette incomplétude, vont naître les figures qui vont nous appeler, nous remorquer, nous emmener là où on n'avait pas su. Donc cette incomplétude, nous est toujours consubstantielle. Et c'est aussi une incomplétude faite de livres. Mais il se trouve que là, pour moi, c'est quelque chose qui aurait pu venir plus tôt, parce que ce visage buriné de ce petit bonhomme trapu qui était Yves Bonnefoy, bon, je l'ai croisé, j'ai entendu à la Maison de la Poésie, et puis j'ai l'impression, justement, comment est cette impression fausse qu'on se détermine une certaine idée du travail, et que du coup, on ne s'interroge pas du tout sur le fait que le travail en question, c'est pas du tout ça. Du moins que cette figure du travail, du coup, c'est pas qu'elle obscurcit le reste, c'est qu'elle le cloisonne et le déforme, et parce que vous n'en avez pas une idée générale, ben, du coup, vous loupez ce qui pour vous est important. Alors, par exemple, pour moi, ben, ça fait des années que les planches courbes, qu'est-ce que c'est ça, Golden Gate Fair à San Francisco, c'est que les planches courbes, évidemment, sont une somme majeure de la poétique d'aujourd'hui. Et puis, c'est des questions qui ne se limitent pas à la question du vers ou de la forme poétique. La question, attendez, 2 phrases, virgule, d'autres encore. Et des mains qui prennent les siennes. C'est des choses où la narrativité et le rapport au monde, à l'essentiel du monde, se creuse sans cesse, mais se creuse par des figures du langage. Alors là aussi, l'œuvre de Bonnefoy, c'est immense, c'est-à-dire ces textes sur la traduction. Lui, la traduction de Shakespeare, ça n'empêche pas Markovix et tout ça, mais les traductions de Bonnefoy, non seulement il y a une façon d'éclairer Shakespeare qui ne plaît pas à Markovix et qui est une approche évidemment totalement différente, mais quand on lit les textes de Bonnefoy sur pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe quand on traduit, ben là tout d'un coup vous est remis à vous-même d'avoir ce rapport direct au texte. Il y a ça aussi, prenez par exemple livre que moi j'avais aussi laissé de côté, parce que Rimbaud, vous savez, il y a aussi ce type qui s'appelle Pierre Borel, qui a tellement massacré les éditions, tellement recouvert tout ça de commentaires. Je ne sais même plus comment il s'appelle ce gars, enfin c'est pas... Bon, en tout cas, là, notre besoin de Rimbaud. Et comment ça vous approche, comment ça vous traverse, comment ça... Et c'est des textes, vous voyez, Rimbaud encore, 1976. Mais il y en a plusieurs, il y en a un qui s'appelle L'entreprise de charité. Il y en a un qui s'appelle Absolu et parole. Je cherchais un qui s'appelle Madame Rimbaud, mais je ne trouve plus. L'enfance mendiante. Ça, c'est son texte de 1961. Son premier texte, Rimbaud, avec les différentes parties. Rimbaud encore, 76. Madame Rimbaud, voilà, il est là, 1979. Donc, vous voyez une approche fragmentée, et puis l'heure nouvelle, 1998. C'est-à-dire, quand vous prenez notre besoin de Rimbaud, avec... une phrase que chacun d'entre nous est capable de dire, parce que Rimbaud... Mais ce qui est dingue, c'est que ce compagnonnage, là, vous voyez, 30 ans de compagnonnage qui s'écrit à saut, en diffraction, en cassure, et la composition même nous sépare de la position d'essayiste, du producteur de langage.
l'œuvre de Bonnefoy, alors je suis paradoxalement dans une maison où à l'étage au-dessus, elle est là intégralement. Et moi, je me la rachète pour moi. Vous prenez celui-ci comme il à la fois Mercure de France, c'était en quelle année? 1972, récit en rêve, remarque sur la couleur, voix rauque, sur de grands cercles de pierre, ordalie, origine de la parole. Et puis, au tout début, c'est le livre où est paru ça, l'arrière-pays. L'arrière-pays, j'en ai déjà parlé ici, c'est-à-dire cette figure qui moi, m'a permis, mais quoi, il y a seulement un peu plus d'un an, où tout d'un coup, ce que je pensais d'Yves Bonnefoy de façon faussement certaine, a basculé. Basculé, mais alors, complètement, d'un coup. C'était quoi? C'était une simple phrase de l'arrière-pays, le début. J'ai souvent éprouvé un sentiment d'inquiétude à des carrefours. Il me semble dans ces moments qu'en ce lieu, ou presque là, à 2 pas sur la voie que je n'ai pas prise et dont déjà je m'éloigne, oui, c'est là que s'ouvrait un pays d'essence plus haute, où j'aurais pu aller vivre et que désormais j'ai perdu. Pourtant, rien n'indiquait ou même ne suggérait à l'instant du choix qu'il me fallut m'engager sur cette autre route. J'ai pu la suivre des yeux, souvent, vérifier qu'elle n'allait pas à une terre nouvelle, mais cela ne m'apaise pas, car je sais aussi que l'autre pays ne serait pas remarquable par des aspects, etc., etc. L'arrière-pays, Yves Bonnefoy. Et moi, cette phrase sur l'inquiétude au carrefour, maintenant les carrefours, évidemment, on en a tout le temps, et carrefour inquiétude, ça devient une espèce de schème intérieur, c'est-à-dire je suis là et je comprends mon inquiétude parce que quelqu'un m'a dit carrefour inquiétude. Voilà, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à reconstruire. Alors dans cette même collection, il y a l'écharpe rouge, et moi l'écharpe rouge, pourquoi je l'avais négligée? Tout simplement parce que la commodité, c'est-à-dire on vous dit « Ah, Yves Bonnefoy, homme âgé, 70 ans, c'est qu'il est mort il y a 2-3 ans, peut-être plus, 3-4, mais à 94, on a des êtres comme ça, je pense à Philippe Jacotet, qui avait de son âge, qui lui est toujours veilleur de la langue. Dire ah, c'est normal qu'un homme de la stature d'Yves Bonnefoy parle de son enfance et écrive son autobiographie. Du coup, puis il y avait toujours ça, vous savez, ça fait bien dans l'université, dire la condescendance envers le petit peuple. Son père était ouvrier dans les chemins de fer à Saint-Pierre-des-Corps. Wow. Ah, vous imaginez, ce monsieur arrivait là dans la poésie avec un papa ouvrier. Donc, et puis, bizarrement, comment ces trucs, même à distance, peuvent venir vous saloper la vie. Bon, peut-être l'expression est mal choisie, mais en même temps, c'est ça. C'est-à-dire, oh là là, Yves Bonnefoy qui va nous parler de son papa ouvrier. Alors évidemment, en plus, c'est des coins où moi je passe tous les jours. Carrefour inquiétude. C'est-à-dire, on arrive aux ateliers SNCF, c'est là où on tourne à gauche vers la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Et donc, tiens, quand on voit les gars, maintenant, ils n'arrivent plus tellement en vélo, mais le matin, ils arrivent quand même avec la petite sacoche et puis le casse-croûte, etc. On se dit, tiens, Yves Bonnefoy. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il se passe complètement autre chose. L'autobiographie, il va vous dire, comme l'autobiographie de Sarraute, qui sera la 30e et le bout de ce petit voyage, qu'elle compte pas. Qu'est-ce qui compte? Il y a 2 images. Il y a une image qui est celle d'ouverture. Et pour ça, récemment, on avait une discussion avec quelqu'un avec qui on échange souvent sur Facebook à propos de ce livre. Et je lui avais dit, mais il faut que tu ailles voir là. Et puis ça n'a pas accroché. Et moi aussi, le début est tellement étrange. Il se passe quoi? C'est-à-dire que dans la maturité, il y a un rêve. C'est pas forcément un rêve récurrent, mais c'est un rêve qui a été tellement impressionnant qu'on en garde l'image et que le souvenir du rêve travaille dans les rêves.
Et ce rêve, c'est quoi? C'est entrer dans une chambre d'hôtel, un hôtel où on a rendez-vous dans une certaine chambre, on entre dans cette chambre, on est face à un inconnu qui peut être vous-même, on ne sait pas. La ville peut être Toulouse, c'est pas précisé non plus, mais pour lui ça coïncide. Toulouse qui était une ville importante et pour ses parents et pour lui. Et puis là, il y a une transaction. L'homme porte une écharpe rouge et on échange avec l'écharpe rouge. C'est tout, c'est un rêve très très loin. Et ce rêve est suffisamment fort pour que Bonnefoy, pendant plus de 20 ans, pour ça l'épaisseur temporelle de travaux comme sur Rimbaud, garde l'idée qu'il y aurait à écrire ce rêve avec l'écharpe rouge. Et il y a des poèmes, et simplement le poème n'est pas au niveau du rêve. Donc on refait le poème, et puis ça ne marche pas. Et en même temps, dans ce livre, c'est aussi une démarche d'archéologie, c'est-à-dire le poème, le souvenir de la scène, on commence avec lui, mais le premier état du poème, c'est aussi déceptif, puisque précisément, ce poème pour lui n'était pas à la hauteur, était là. Et puis l'échec, la suite des échecs à écrire ça, jusqu'à donner cette espèce de fracture, de fissure. Ce rêve était un rêve concernant la mort de mon père. À ce moment-là, celui que je rencontrais, c'était lui, mais si c'était lui qui était moi-même, c'est-à-dire que je me rencontrais moi-même en lui, dans cette transaction par ce que ça peut éventuellement signifier de façon métaphorique ou pas, à partir de quel souvenir réel, cette écharpe rouge. Et ça, c'est une image qui vient organiser le truc. C'est-à-dire que la question, elle n'est pas celle de l'autobiographie ou de dire « Ah, la fierté de mon père était parce que dans cet atelier, dans cette démarche, il fabriquait des locomotives. » Et pourtant, le livre qu'avait le plus plaisir à lire le père de Yves Bonnefoy, et le livre qui était à la place d'honneur, livre à la limite qu'il ouvre à la même page, c'était un livre sur l'histoire des locomotives. Et bon, peu importe, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient manger ça? Il vient manger ça que lorsqu'il s'est marié, lui, d'une origine plus que pauvre, mais les mains, le travail de ferronnerie lui a permis d'accéder à la ville. Autonomie d'ouvrier, va se marier là où c'était des patrons de café, des patrons de bistrot dans l'Aveyron, et qu'au repas organisé pour la rencontre des futurs époux, lui décide de rien bouffer, puis d'aller se faire un œuf à la coque, un œuf au plat, à la cuisine. Une espèce de provoque. Bon, c'est pas très important, mais ça travaille par quoi? Ça travaille par la honte, ça travaille par le récit intermédiaire, ça travaille par le fait de se sentir étranger, même à son fils. Il y a une sœur aînée, mais ça reste mystérieux, elle reste là à distance. C'était des périodes justement tellement difficiles, la guerre 14-18, que c'était lui, finalement, la relation familiale s'est faite avec, non pas l'aîné, la sœur, mais avec le petit garçon, mais que pourquoi cette rencontre, elle rate parce qu'on est dans des temps de silence, et que le gamin, à mesure que lui se passionne pour les livres, l'éloignement du père se renforce. Lui, c'est pas son truc, c'est pas le bouquin sur les locomotives. Et donc arrive cette deuxième image force. Mais la deuxième image force, elle arrive tard dans le livre. Ça veut dire que, est-ce que vous avez envie de suivre une explication avec le rêve et l'obsession du père par le rêve? C'est ça qui compte, c'est pas l'autobiographie. Et ce travail à l'intérieur de soi, c'est pour ça que j'ai ramené ce truc récit en rêve, qui n'a rien à voir avec l'écharpe rouge, mais par exemple il y a une scène, il y a une lecture d'enfance sur un monde disparu qui s'appelle Les Sables Rouges aussi, avec cette histoire-là. Je suis très jaloux d'un copain qui s'appelle Jean-Yves Masson, traducteur, et qui cet été a trouvé sur une brocante Les Sables Rouges. Je me souviens de ce billet, de la joie de Jean-Yves à dire « Moi, j'ai trouvé les sables rouges ».
rouge. Le livre évoqué par l'écharpe rouge, mais cette idée lui-même, Bonnefoy ne pouvant la retrouver, la reconstruit comme fiction dans un petit moment de l'arrière-pays. Et vous voyez comme on est loin, loin des questions de l'autobiographie. Simplement, il y a une autre image qui arrive et qui est liée, justement, qui permet de comprendre l'autre. Là, il est lycéen, il est quelque part en première, au lycée Descartes à Tours. Et la petite rue où il habitait à l'époque existe toujours, même si la rue de l'enfance, ça a été tout volatilisé. Maintenant, c'est un palais des sports qui tombe en ruine d'ailleurs maintenant, et puis juste en face, un collège. L'image, c'est celle-ci. Le gamin revient du lycée, et dans cette petite rue où je passe régulièrement, je passe à l'entrée de la rue, je regarde, mais maintenant je vois le fantôme. Il y a la maman qui attend le gamin. Et il y a une seule phrase. Il faut que tu viennes voir. Et ce jour-là, c'est la mort du père. C'est-à-dire que le gamin, ce qu'il garde, c'est que sa mère a quitté le père qui vient de mourir, parce qu'elle sait que le gamin arrive du lycée. Il n'y a encore eu personne, ça vient juste de se faire. Et abandonner le mort pour que le gamin n'arrive pas là, ne déboule pas au milieu. Et lui, et vous voyez comment, en fait, les deux images se superposent. Il n'y a plus la chambre d'hôtel, il n'y a plus l'écharpe rouge, il n'y a plus... Mais il y a ce mort laissé seul un instant. Et puis, cette phrase de la mère, il faut que tu viennes voir. Et là, évidemment, par exemple, il y a des choses. Qu'est-ce qui reste de ces images? Par exemple, le père avec ce travail d'ouvrier, la maman qui était devenue institutrice remplaçante. C'était pas la richesse, évidemment. Mais il y a ce truc que le père, y compris pour... ces conditions de vie qui avaient été les siennes après la guerre 14, etc., soit devenu diabétique. Donc il est gros. Il souffre de sa condition physique, non pas par le diabète, mais par lui, par exemple, dont une des passions était le jardin. On est un fort lieu ici de jardin ouvrier. C'est une tradition qui reste encore, évidemment, ultra présente, mais séparée de tout ça. Voilà, c'est juste ça, l'écharpe rouge. Alors, j'ai même pas envie d'en lire. J'ai lu 5 lignes tout à l'heure. Il y a un petit bout sur cette scène originelle qui revient constamment, celle de l'écharpe rouge. 10. Il est un autre indice aussi bien pour m'obliger à penser ainsi. C'est ce fragment du poème dans lequel j'ai cherché à imaginer ce qui se passerait à Toulouse quand, à sa descente du train, le fils se précipiterait à l'hôtel où achève sa vie le père. Il frappe à la porte, elle s'ouvre, et paraît une femme dont l'expression est égarée, et j'écris, parce qu'en ces heures même, elle vit un drame. Son mari a disparu, on le cherche partout, il est introuvable, il est peut-être mort. Maintenant que je sais ce que signifie l'hôtel à Toulouse, je ne puis douter de qui est cette femme, que ces deux mots presque hostiles tentent pourtant de mettre à distance. Évidemment, c'est Hélène, et même remémorée en ces minutes tragiques que j'ai déjà rapportées, quand mon père, à peine mort, elle l'avait laissé pour la rue, où bientôt j'allais revenir du lycée. Certes, son expression d'alors était égarée, cela n'avait pu que me frapper. Et que me dit-elle maintenant dans le poème? Vous, s'écrie-t-elle, vous, nul doute que ces mots ne veuillent m'obliger à percevoir, enfin de comprendre, une sorte d'attente que jusqu'alors je n'avais pas soupçonnée ou me refusais à reconnaître aussi clairement, et j'accède à cette conscience à l'instant où le récit s'interrompt, ou alors avec une brusquerie qui pourrait bien signifier qu'il y a en moi un désir de préserver à tout prix la méconnaissance antérieure. J'observe aussi que dans cet intérêt passionné pour l'arrivant, il y a cependant l'indice d'une ignorance au moins relative de qui il est, car Hélène le vouvoie sur cette porte à Toulouse comme un étranger et non comme son fils. Un aveu passionné, mais aussi de la surprise, comme après une attente qui aurait fini par cesser.
Et de ma part, un aveu aussi vite après, celui de mon propre savoir, mais aussitôt la reprise de la censure. Sous l'effet d'une peur dont le sens n'est pas exprimé, j'ai écrit, et lui, l'arrivant, « Je vous reconnais, dit-il, je vous connais, mais déjà, un mur s'écroule entre elle et lui, ou bien c'est l'oiseau nuit qui frappa de son aile leur visage. » Donc, c'était ça. J'allais dire, le titre, ça pourrait être l'aveu. C'est-à-dire que Yves Bonnefoy est depuis plus de 20 ans autour de moi, à côté de moi, proche de moi, techniquement présent. Et puis j'avais tout loupé. Carrefour de l'inquiétude avec l'arrière-pays. Tout d'un coup, la brèche s'est faite. Je lui ai dit, ah, bon, est-ce que j'ai affiche de la vie d'Yves Bonnefoy contre sa langue. Mais là, c'est ce théâtre du rêve, ce théâtre de l'angoisse, ce théâtre du symbolique en lui-même, où naît la langue à l'instant, au lieu plus précisément qu'à l'instant, est la déchirure pour chacun de la mort, quelle que soit la forme qu'elle a faite. Et c'est ça le travail de l'écharpe rouge. Ce n'est pas un livre autobiographique. Je suis content de mettre ça en partage. Y compris ce que je dis sur l'incomplétude. Que ce qui compte, ce qui est important peut être là, si près, juste à mettre la main, à se tirer, se prendre dans sa voix à soi. Mais on ne sait pas pourquoi ça se fait pas.